Voilà qui est fait. Tout est fait. C'est bon, Lise. Et nous voilà. Bienvenue à tous et à toutes pour ce troisième webinaire. C'est notre troisième avec Virginie que nous Oui, animons sur la bienvenue tout le thérapie par le monde. jeu. Alors, comment nous allons faire? C'est bon, vous entendez bien? Tout le monde est confortable? Ok, sur Et oui, le c'est son. super. N'hésitez pas à laisser des petits messages s'il y a quelque chose. Là, je vois quelqu'un laisser sur la discussion. Euh, ok. Alors, donc, comment nous allons faire? On va, avec Virginie, nous allons vous présenter la thérapie par le jeu non directive pendant à peu près 40 minutes. Mm. Alors, thérapie par le jeu non directive, et puis aussi une formation que nous proposons à l'automne 2023. Et ensuite, il y aura 20 minutes, donc à peu près 15-20 minutes, pour échanger et pour répondre aussi à vos questions qui seront nombreuses. Et si vous avez peur de perdre les questions en route, il est tout à fait possible que vous les notiez dans les petits messages pour qu'ensuite, après, si on peut, avec Virginie, nous essayerons de jeter un œil. Mais après, sinon, pour avoir aussi, on n'est pas très, très nombreux ce soir, on pourra aussi avoir un échange en direct. Alors, d'abord, la première chose que je voudrais faire, c'est vous dire que bah, ce webinaire et cette formation se font sous l'égide et avec le soutien d'IFRE. Et je voudrais dire deux mots sur IFRE pour celles et ceux qui ne connaissent pas. IFRE, c'est l'Institut francophone de la relation. Et c'est une association depuis 2004. IFRE a pour mission de développer et de promouvoir deux approches. Donc, il y a une approche qui est RE, Relationship Enhancement, qui veut dire littéralement embellissement de la relation, rehaussement de la relation. Et la deuxième approche, où on pourrait, c'est même une double approche, c'est la thérapie par le jeu non directif et la thérapie filiale. Il y a un point commun entre ces trois approches, c'est qu'elles ont été créées et développées par un couple, Bernard et Louise Guernier, dans les années 60. Alors, pour IFRE. Je vais vous dire, je vais me présenter rapidement, après je vais laisser Virginie se présenter, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc moi je suis Lise Natanson, je suis psychologue, psychothérapeute depuis 1994, et je travaille avec des adultes, avec des enfants, avec des couples, avec des familles. Euh, j'ai travaillé avec le jeu au préalable, mais avec le jeu directif dans le cadre des violences conjugales, parce que j'ai été thérapeute dans des institutions qui s'occupaient de femmes et d'enfants qui avaient été exposés à des violences conjugales. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le jeu. J'ai continué de me former au jeu, mais il me manquait une approche plus structurée, plus solide, plus importante. Et c'est ce que j'ai découvert à travers ce courant de la thérapie non directive par le jeu, ou thérapie par le jeu non directive. Euh, et je me suis formée de même que Virginie, et ça a changé vraiment, ça a changé ma pratique avec les enfants, et on aura l'occasion d'en reparler. Ça a changé ma pratique avec les enfants et avec les familles des enfants. Virginie, c'est à toi. À moi. Et ben, re-bienvenue à tout le monde, en tous les cas. Donc, moi, Virginie Lelon, je suis psychologue et psychothérapeute depuis 1999. Là, je suis aussi formatrice et superviseuse. Donc, depuis moins longtemps pour la supervision et la la formation. Alors, en plus de ma formation universitaire en tant que psychologue, j'ai fait pas mal d'années avec Isabelle Filiosa, comme Lise. On se suit dans les formations avec Lise. Et j'ai une formation en EMDR. Là, moi, actuellement, je travaille en libéral et en protection de l'enfance, où le jeu prend tout son sens encore plus,
parce que je vois beaucoup d'enfants. Et ce qui m'a attirée dans quand j'ai fait la formation donc en 2019 de thérapie par le jeu, ce qui m'intéressait, c'est qu'effectivement, on reçoit des enfants, on joue très souvent avec les enfants, mais il manquait après le jeu, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'en fais. Et j'avais besoin d'aller plus loin. Et je trouvais que cette formation m'apportait ça et de verbaliser et d'en faire quelque chose et de vraiment accompagner les enfants par ce biais-là. Donc du coup, j'ai fait cette formation-là et ensuite, ça a suivi par la thérapie filiale, dont on vous parlera peut-être juste quelques mots à la fin. Donc voilà pour moi. Et j'ai aussi une formation, tout comme Lise, en EMDR. Voilà pour moi. Merci Virginie. Alors, la thérapie par le jeu et le jeu, que peux-tu en dire? Alors, c'est à moi là aussi. Alors, la thérapie par le jeu et le jeu, qu'est-ce que je peux en dire? Alors, pourquoi du coup on part vers la thérapie par le jeu? Comme je disais là juste à l'instant, c'est avec les enfants en thérapie, on joue quand même beaucoup. Ça permet aussi de pouvoir appréhender un panel et un groupe d'âge beaucoup plus important parce qu'on a ce langage-là, parce que le jeu, il représente quand même pour l'enfant une façon très spontanée de s'exprimer. Et moi, je trouve que ça permet l'expression émotionnelle chez l'enfant, donc toujours par l'intermédiaire du jeu. Ce qui permet de ce fait-là d'avoir accès à quand même j'ai envie de dire, des fonctions très puissantes au niveau du jeu et aussi naturelles, et d'avoir accès d'autant plus par cet intermédiaire-là à leurs sentiments, à leurs conflits, à leurs émotions, mais aussi à leurs ressources. Et ça permet vraiment une compréhension de où en est là l'enfant, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour, voilà, par exemple, comme stratégie pour pouvoir s'adapter à à son environnement. D'autant qu'en plus, en protection de l'enfance, il y a pas mal d'adaptations à avoir. Et on a aussi accès au matériel de ce fait-là, un matériel qui est conscient, mais aussi un matériel qui est inconscient. Ça, on vous expliquera aussi un peu plus tout à l'heure, mais par le biais de tout ce qu'on leur reflète et aussi de ce qu'on fait du matériel qu'ils nous livrent au cours de la séance. Donc ça, c'est la thérapie par le jeu. Et pour que ce soit un petit peu plus concret, et pour vous spécifier aussi davantage, parce que là c'est la thérapie par le jeu en général, nous ce qu'on fait c'est de la thérapie non directive par le jeu. On va vous montrer un petit extrait d'une séance de Gary Landress, qui est l'un des pionniers de la thérapie par le jeu non directive. Donc je vous laisse regarder ça grâce aux manipulations. Some people wear it like that, you think. Mm-hmm. Sometimes it's like that. Looks like it can go any way you want it to go. So it can be like that. Mm-hmm. So now you've got it on. And you're all ready to fix something. That's in your ears. And you're, whoops, kind of hard to hold on to that. And you're checking me. I can feel you checking me right there. You're holding it very still. Beeping. It was beeping. Mm. So you're just throwing it away. Okay. Our time is up for today in the playroom. It's time to go down to the waiting room where your mom is. J'arrête le partage. Bienvenue, j'en profite pour dire bienvenue parce qu'il y a 3 personnes qui sont arrivées. Et voilà, nous partons.
Donc ça, c'était un extrait d'une séance d'un des pionniers de la thérapie non directive par le jeu, Gary Landress. Et alors vous avez vu, j'espère que vous aviez accès, que vous avez pu voir les sous-titres pour ceux qui ne parlent pas couramment l'anglais. Mais c'est en effet, Virginie et moi, on s'est formé avec une Anglaise, Virginia Ryan, parce que pour le moment, en fait, la thérapie par le jeu non directive est très très peu connue, voire pas connue, quasiment pas connue en France. Alors on va continuer et je vais vous parler. Virginie disait tout à l'heure, elle a parlé du jeu et en disant, et nous, ce qu'on fait, c'est de la thérapie non directive. Alors, quand on parle d'approche non directive, en fait, c'est par opposition à des approches plus directives. Hein. Je vous disais que moi, j'avais travaillé dans le cadre des violences conjugales et on utilisait parfois des approches plus directives pour traiter plus directement des psychotraumatismes. Mais donc là, un des principes fondamentaux, c'est la non-directivité. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça permet en fait? Quels sont les avantages de la non-directivité dans la thérapie par le jeu? Principalement, c'est que nous, en tant que thérapeute, nous respectons le rythme de l'enfant. C'est l'enfant, en fait, qui va aller à son rythme et donc ça va l'aider fondamentalement à se sentir en sécurité. Et quand on attaque de front un psychotraumatisme, par exemple, ça peut être extrêmement anxiogène et ça peut avoir comme effet que l'enfant se rétracte et que l'enfant fait marche arrière. Là, dans la thérapie par le jeu non directive, c'est une approche qui est en même temps très puissante, mais aussi très douce et qui permet à l'enfant d'aller vraiment au pas à pas. Hein. Et en même temps, c'est ça qui est fantastique, c'est que les enfants, en fait, ils vont là, en général, où ils ont besoin d'aller. Ils savent ce qu'ils ont besoin de travailler. Et j'aime bien raconter cette histoire que il y a 3 ans, au moment du confinement, je voyais avant un enfant qui avait 8 ans, et puis il était en train de construire, il faisait des pyramides, et puis on se cachait derrière les pyramides, et puis on se combattait. Et quand il est revenu, donc c'était 2 mois après, il m'a dit, Lise, tu te souviens de là où on en était? J'ai dit oui, je crois que je me souviens à peu près de là où on en était. Je sais, c'est important pour toi que je me souvienne. Et il m'a dit, il m'a redonné l'épée et on est reparti, mais vraiment pile poil à la virgule près dans son récit, là où il s'était arrêté. Donc vraiment, l'enfant sait ce qu'il a besoin de travailler. Alors parfois, ça prend un peu de temps parce que évidemment, il peut y avoir aussi pour l'enfant des comportements de fuite par rapport à certaines problématiques qui lui font mal, qui le font souffrir. Mais c'est assez impressionnant de voir que les enfants, ils vont là où ils ont besoin d'aller. À partir du moment où on a certains matériels et que surtout, on est disponible, empathique et avec un certain accompagnement. Et cet accompagnement, c'est ça qu'on voit quand on se forme à la thérapie par le jeu non directive. Alors l'autre intérêt pour moi de la thérapie non directive, c'est que c'est une approche qui met l'accent sur la globalité de la situation, la globalité de l'enfant. C'est pas juste un symptôme, même si parfois les parents ils vont venir parce que l'enfant a un problème de comportement à l'école, par exemple, ou que il est constipé de façon très, très, très importante. Bref, pour une problématique en particulier. Mais nous, dans la thérapie par le jeu, on voit l'enfant vraiment dans son ensemble. Hein. On ne le réduit pas à un symptôme ou à un comportement qu'il faut absolument changer. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à l'enfant? C'est que d'abord, je disais, il va se sentir en sécurité et puis il va éprouver un sentiment de contrôle. Un sentiment de contrôle parce que c'est lui, en fait, qui va aller vers le matériel, vers l'activité, vers le jeu. C'est lui qui va décider s'il veut continuer à un moment donné ou s'il veut passer à une autre activité. C'est lui qui va décider d'explorer d'autres activités. C'est lui qui va donner les règles. C'est l'enfant qui donne les règles dans la thérapie par le jeu non directive. Et nous, en tant que thérapeute, nous suivons l'enfant. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est dans l'extrait avec Gary Landress, comment en fait ce thérapeute suivait vraiment cette petite fille. Là, c'est vraiment une petite fille très, très jeune, je crois qu'il y a 4-5 ans, et comment il la suit au pas à pas, et comment on peut deviner comment ça peut l'aider à se sentir vraiment quelqu'un d'important et quelqu'un d'autonome et quelqu'un de fort. Quoi.
voilà. Et le dernier intérêt que je vois là, que je peux vous évoquer aussi de cette thérapie par le jeu non directif, c'est qu'elle s'adresse vraiment à un large public et que d'abord du point de vue de l'âge, parce qu'on s'adresse à des enfants de 3 à 12-13 ans, voire un peu plus. Et puis vraiment, elle permet de traiter des problèmes très très différents, anxiété, des troubles du comportement que j'évoquais, du manque de confiance, des psychotraumatismes, des problèmes de santé, des problèmes d'apprentissage, etc., etc. Voilà. Je vais prendre la suite, Lise. Je vais vous parler du coup des fondements théoriques de la thérapie par le jeu non directive. Les premiers principes sur lesquels cette thérapie est basée sont les principes rogériens. Donc, dans ces principes rogériens, il y a surtout le regard positif inconditionnel. Donc ça, vous pouvez le percevoir dans effectivement aussi la petite vidéo où vous voyez Gary Landress qui est voilà, corporellement, il est très en avant et il quitte pas des yeux la petite fille. Il est vraiment concentré sur ce qu'elle fait et sur ce qui se passe pour elle, en sachant que dans ces cas-là, on doit effectivement, voilà, c'est une acceptation totale et dans son entièreté. Alors c'est important parce que parfois on peut voir par exemple des enfants avec le nez qui n'arrête pas de couler et dans ce regard positif inconditionnel, bah, on est censé ne pas tout de suite donner le mouchoir et dire qu'il faut se moucher parce que le nez c'est tout sale, etc. C'est juste l'accepter comme elle est là, voilà, comme la petite ou le petit est là et dire que les mouchoirs sont à disposition au cas où, mais voilà, pour dire que vraiment on doit l'accepter tel qu'il est et tel qu'il vient. Il y a comme autre principe du coup rogérien, il y a la congruence, c'est-à-dire effectivement l'authenticité voilà, du thérapeute, sa capacité à être en contact avec toute la complexité parfois que les enfants ou voilà ou même les personnes plus âgées euh, ont par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs pensées, à leurs attitudes et en fait, il faut voilà commencer à chercher à suivre toutes ces pensées-là et être congruent dans ce suivi. Il y a naturellement, je pense comme tout le monde connaît, l'empathie du thérapeute qui est en tous les cas la possibilité d'appréhender, de comprendre le monde dans lequel l'enfant évolue. Donc ça, c'est les principes rogériens qui sont à la base de la thérapie non directive par le jeu. Et intervient ensuite d'autres principes quand même qui sont à noter dans cette thérapie, donc qui ont été apportés par Virginia Axline, qui est donc Virginia qui a aussi développé la thérapie non directive par le jeu dans les années 40, qui a appliqué du coup au champ de l'enfance tous ces principes rogériens. Et dans ces fondements que Virginia Axline a utilisés, d'autres se sont surajoutés, comme je venais de vous dire, qui sont attraits à la théorie de l'attachement. C'est-à-dire que la façon dont la thérapie est structurée et évolue dans le temps, il y a toute la cohérence de l'accompagnement, il y a aussi toute la fiabilité, c'est-à-dire que, voilà, pour pas trop quand même vous en dire et trop m'étaler et prendre le temps, mais dans cette fiabilité, il y a ce sont les mêmes jeux, ce sont toujours à peu près au même moment où on reçoit les enfants, c'est toujours le même temps, et comme ça, ils savent que c'est cohérent, que c'est fiable, que c'est stable et qu'ils peuvent compter sur, je vais dire, sur cet accompagnement et sur nous en tant que thérapeutes en étant contenants de leurs émotions. Donc, il y a vraiment voilà, ces apports. Et le dernier apport par rapport donc, à Roger, par rapport à Bowlby pour la théorie de l'attachement, le dernier, c'est Eric Erikson, où quand tout à l'heure je vous disais, voilà, moi je voulais savoir un peu ce qu'on faisait aussi du matériel qu'on avait, que les enfants pouvaient transmettre par le biais du jeu. C'est-à-dire que on va s'attarder sur le développement de l'enfant selon les critères d'Eric Erikson pour nous aider à comprendre où en sont les enfants et voilà, leur fonctionnement et aussi, j'ai presque envie de dire, leur monde intérieur aussi par rapport à leur jeu et au matériel qu'ils peuvent nous donner. Voilà j'espère que ça a été un peu clair, parce qu'il y a beaucoup de fondements théoriques mais ils sont tous représentés dans cette thérapie, ils sont tous autour de l'enfant. Voilà pour moi. Merci Virginie. Alors pourquoi se former? Parce qu'on vous dit un petit mot quand même sur la formation. La formation, donc, elle va démarrer à l'automne et on a des dates. On va vous en parler après pour les personnes que ça peut intéresser.
Pourquoi se former? Parce que c'est une formation qui est inédite. Ça, c'est la première raison. Elle est inédite en langue française, puisque on s'est formé avec Virginie et quelques autres personnes, mais elle est inédite en langue française. Et elle a fait pourtant ses preuves. Il y a beaucoup de recherches qui démontrent vraiment son efficacité. Alors voilà, si vous avez le courage de regarder les recherches, elles sont beaucoup en langue anglaise. Alors, d'un point de vue de l'enfant, c'est vraiment une approche qui permet à l'enfant de se sentir compris, d'avoir une meilleure estime de lui-même, de développer, les enfants développent leur autonomie, les enfants acquièrent aussi le sens des responsabilités, parce que dans cette thérapie, à un moment donné, il y a aussi un cadre avec des limites, etc. Et ça leur permet aussi de développer leur liberté intérieure, parce qu'il y a vraiment un travail sur le choix, sur la créativité, et ça leur permet aussi, bien sûr, de pouvoir dépasser des traumatismes potentiels. Ça, c'est du côté de l'enfant. Et du côté du thérapeute, en fait, c'est un socle très solide et très rassurant, parce que si la thérapie est non directive pour les enfants, on va dire que pour les thérapeutes qui s'y adonnent, il y a un protocole qui est à la fois simple, clair et balisé, et qui permet en fait de savoir où je vais. Il y a une façon d'interagir avec l'enfant, il y a une façon aussi de recevoir les parents. Donc, un thérapeute, même débutant, qui acquiert les principes et la façon de faire de la thérapie non directive par le jeu, va rapidement avoir ce protocole simple et pragmatique, des compétences ciblées, comme disait Virginie, l'empathie, la pose des limites, la participation au jeu imaginaire. Le thérapeute apprend à participer au jeu imaginaire, à structurer une séance, à se laisser évidemment guider par l'enfant, puisque c'est un principe fondamental. Alors, c'est à la fois simple et complexe, bien sûr, parce que comme toute thérapie, il y a une partie qui repose sur des données scientifiques, mais c'est aussi un art. Et donc, ça aussi la complexité et de toute thérapie. Ça a la dentelle aussi, voilà, de toute approche thérapeutique. Donc, c'est à la fois simple, mais on peut le développer et on peut peaufiner cette approche, à mon sens, toute une vie. Retour d'expérience. Alors, j'avais envie pour ce webinaire de vous dire un peu quels étaient en ce moment, j'ai fait un petit tour là avant le webinaire, de regarder à peu près quels étaient les enfants, quelques enfants en tout cas que j'ai en ce moment en thérapie par le jeu, pour que vous fassiez un peu une idée du type d'enfants, en tout cas de ceux qui viennent me voir, qui sont certainement différents aussi de ceux que reçoit Virginie ou de ceux qu'un autre thérapeute reçoit, et un peu voir aussi quelles activités ils pouvaient préférer faire quand ils viennent ici, quels jeux, quelles activités ils aiment faire. Alors par exemple, en ce moment, j'ai une petite fille qui a 7 ans et qui est venue pour un trouble de comportement à l'école parce qu'elle était renvoyée la moitié du temps. Elle était très agressive avec les autres enfants et aussi avec les adultes. Et elle a des parents qui étaient abandonnés, qui avaient une histoire d'abandon eux-mêmes et qui avaient tendance à aussi abandonner leur fille unique. Cette petite fille, elle adore jouer avec les cabanes, les déguisements. Elle joue au docteur, j'ai du matériel de docteur, et elle joue beaucoup à la dinette avec moi. Voilà. J'ai un autre enfant, un garçon de 11 ans. En ce moment, j'ai pas mal d'enfants de 11 ans, mais voilà, c'est comme ça, qui est venu, lui, pour du harcèlement au collège. Il est en 6e, il est harcelé. Et je découvre petit à petit qu'il est certainement aussi, il est exclu au collège, mais il était certainement exclu dans le cœur de son papa depuis un moment déjà. Et lui, quand il vient, il joue aux jeux de société et il aime beaucoup le punching ball. On joue beaucoup autour du punching ball. Une petite fille, cette fois de 9 ans, qui est venue en raison de violences conjugales passées et qui, elle, travaille autour de la peinture, du découpage et de l'argile. Son frère, parce que je vois aussi le frère qui a 11 ans, donc évidemment qui est venu aussi pour les effets des violences conjugales et qui, lui, travaille beaucoup et qui utilise beaucoup, qui aime utiliser les balles, les épées. Et puis un petit garçon de 6 ans qui est venu pour une constipation opiniâtre qui a nécessité son hospitalisation et après que tous les traitements médicaux
naturel, etc., n'est pas fonctionné. Donc, les parents se tournent vers la thérapie. Lui aime beaucoup jouer avec le sable, hein, avec le sable sec et avec le sable mouillé, parce qu'il y a possibilité aussi de, de jouer avec le sable et de le mouiller avec de l'eau. Voilà. Et Virginie, toi aussi, tu as Alors, moi, je des vais vous choses à vous dire parler de un tes petit peu expériences. enfin voilà, vous expliquer un petit peu comment la séance, elle se passe avec certains enfants. Euh, il y a déjà une petite fille à qui je pense, parce que je parlais tout à l'heure de la théorie de l'attachement avec la fiabilité, la stabilité. C'est une petite fille qui s'appelle Laura et elle a 6 ans. Et en fait, je viens juste de commencer avec elle, j'ai fait 4 séances avec elle. Et elle est toujours très contente de venir, parce qu'en plus elle joue. Donc il y a des enfants, quand ils sont placés, ils jouent pas beaucoup, ou alors ils n'ont pas trop le temps de jouer, ou on joue pas beaucoup avec eux. Donc déjà, ils arrivent, ils sont toujours très contents de venir jouer. Et en même temps, cette petite fille, à chaque fois que je lui dis que c'est la fin, qu'il faut qu'elle se prépare à la fin, elle se met toujours très en colère. Donc elle sort, elle claque la porte, elle descend les escaliers, elle dit qu'elle est en colère. Enfin, voilà, on a bien compris. Sauf qu'elle s'arrête au bout des escaliers, elle revient, puis elle vient toujours me dire, bah, j'ai oublié mon manteau, est-ce que tu peux me le mettre? Et puis après, mais je suis toujours en colère, hein. Puis elle redescend, elle reclaque tout, donc ça fait comme ça 3 fois. Et puis là, la 4e fois, donc ça date de pas très longtemps, ça date de la semaine dernière. Et puis là, je commence à lui dire, donc ça va être la fin, parce que bon, il y a un protocole entre guillemets à suivre pour prévenir les enfants que c'est la fin. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, là, je vais pas faire ma crise. Je dis, écoute, si tu ne veux pas faire ta crise, c'est vraiment chouette, parce que je trouve que c'est tellement agréable de passer un moment avec toi quand tu es toute calme. Je dis, c'est vraiment chouette de pouvoir faire ça. Puis, je dis, te voir claquer les portes comme ça, partir pas bien. Je dis, moi, ça me met pas bien aussi. Et puis, elle me dit, mais parce que je sais que je reviens tout le temps et qu'il n'y a rien qui bouge. Et du coup, je me dis que ben, ne serait-ce que déjà ça, de savoir qu'elle est en confiance, voilà, qu'elle est beaucoup plus sécure, moi, je trouve que c'est déjà un grand pas. Alors, c'est que la 4e séance, mais je trouve ça intéressant que du coup, ce cadre-là, qui est toujours contenant, bah, elle se l'approprie et c'est vraiment OK pour elle. Du coup, j'étais toute contente d'elle. Ça fait du bien. Et puis après, je voulais vous parler aussi de Corentin, quand je l'ai vu, il avait 8 ans, parce que maintenant, il est un petit peu plus grand. Et Corentin, c'est un enfant qui a été placé avec toute sa fratrie, qui se retrouvait dans une situation familiale où il y avait beaucoup de disputes et entre les parents, mais avec le voisinage, donc ils changeaient souvent d'appartement, d'endroit où ils vivaient. À un moment donné, ils ont même vécu dans la voiture. Enfin, il y avait toujours comme ça ces conflits. Donc, ils savaient jamais trop comment ça allait se passer à chaque fois sa journée, donc très en insécurité. Et en fait, quand il a commencé les séances, pendant tout un nombre de séances que je l'ai eu pendant 1 an et demi, donc j'ai fait un peu plus une vingtaine de séances. Et en fait, il est arrivé, c'était toujours la même chose. Il prenait une cravate, parce qu'il y a des déguisements dans la salle. Il la nouait comme une ceinture, il mettait 2 épées, il prenait des pistolets, enfin tout ce qu'il pouvait, des balles, etc. Et tout ça pour se protéger. Donc à chaque fois, je reformulais que c'était pour se protéger et qu'il avait certainement beaucoup de pouvoir en ayant tout ça. Et au fur et à mesure, avec voilà, tous les reflets, toute l'empathie, tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure sur tous les fondements théoriques, bah, dans tous les sens du terme, il a commencé à baisser les armes et il les a déposées. Au début, il les avait, mais il les avait, voilà, comme ça, il jouait pas plus que ça avec. Il les a déposées jusqu'à un moment donné où, en fait, il a commencé à construire des cabanes dans le bureau. Et puis là, ben, il m'a invité dans sa cabane parce qu'il fallait quand même qu'il me protège et qu'il fasse attention à moi. Et du coup, c'est passé à quelque chose de très agressif, parce que du coup, j'avais le droit aux balles dans la figure, enfin, aux coups d'épée, etc. C'est devenu quelque chose où on est dans la cabane, on est sécure et on est bien et il peut rien nous arriver. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de voir à quel point il a pu s'apaiser et avoir la ressource de dire après quand ça allait, quand ça allait pas, quand il se sentait sécure, quand il se sentait pas sécure, parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas très bien dans sa famille d'accueil. Et il a eu la ressource voilà, de venir me chercher, de pouvoir me le dire et dire mais qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'être comme ça dans l'agressivité. Et puis, bah, je voudrais vous parler juste un petit peu aussi d'Erwan, qui est plus grand, qui avait 12 ans quand je l'ai vu, ben, il sait presque pas lire et écrire à 12 ans. Donc, il y avait énormément de honte chez lui et de gêne. Et donc, il essayait toujours
d'employer des stratégies pour cacher ça, sauf que la seule stratégie qu'il avait à disposition, c'était d'être dans l'agressivité. Donc quand il y avait un devoir ou une interro à l'école, tout de suite, voilà, ça commençait à exploser et pour être viré du cours. Et quand il est venu, il me prenait un jeu. Alors il y a des jeux plus grands, un peu plus grands pour les ados, qui sont un peu plus adaptés. Et puis, il montrait tout ce qu'il pouvait faire avec ce jeu, à quel point lui, il était compétent et tout ce qu'il savait faire. Et à chaque séance, ça changeait comme ça, montrait à quel point vraiment il était indispensable, parce qu'il m'avait réparé quelque chose. Et donc, à chaque fois, voilà, moi, je lui reflétais ça. Et au fur et à mesure, il jouait un jeu de fléchettes et il y a des chiffres et il fallait les compter. Et à ce moment-là, il a commencé à me dire que ben, lui, il n'arrivait pas à faire tout ça. Donc, il m'a demandé de l'aide. Donc, je trouve ça aussi très important qu'il puisse avoir cette autonomie-là et cette prise de responsabilité à dire ben, j'y arrive pas et j'ai besoin d'aide. Et en fait, à un moment donné, il a trouvé une autre stratégie qui était moins dans l'agressivité. C'était qu'il commençait à dire qu'il avait mal à la tête, qu'il avait mal au ventre et qu'il fallait qu'il aille à l'infirmerie. Et du coup, il y avait moins d'agressivité, mais on allait le récupérer. Et après, il prévenait qu'en fait, il n'était pas malade, mais qu'il y avait une interro et que c'était juste pas possible pour lui de la faire. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Alors après, on a continué les séances, hein, parce que lui, dans la thérapie par le jeu, en fait, il a trouvé lui-même sa façon de se positionner, c'est-à-dire qu'il prenait un jeu, il le gardait en main, mais il s'asseyait et on discutait toujours avec ce jeu, en fait, qu'il avait dans la main. Et au fur et à mesure, ben voilà, il est retourné à l'école, on a remis les choses en place parce qu'il n'acceptait pas toutes les aides qu'il pouvait y avoir, les ordinateurs, etc., pour aller en cours. Et au fur et à mesure, il a accepté tout ça. Voilà mes expériences, et il y en a plein d'autres, mais ça risque de prendre du temps. Et en tous les cas, celle-là, moi, je l'ai trouvée. Il y en a plein d'autres qui sont très jolies aussi, mais celle-là, elle me tenait à cœur. Voilà pour mes retours. Ok. Alors, avant de pouvoir échanger avec vous et de répondre à des questions, j'ai vu qu'il y avait dans la discussion quelques demandes. Pardon. Voilà, la formation, donc je disais en préambule tout à l'heure que nous allons animer avec Virginie une formation à l'automne, à partir de l'automne, en septembre, en septembre-octobre, enfin elle commence en septembre-octobre 2023. Et, donc, en fait, pour faire... alors, est-ce que j'ai sauté une page ou pas? Je pense que tu as sauté une Oui, page. voilà, c'est ça. Je me C'est disais, ça. c'est pas ça la page avant. Alors, c'est parce que là, vous avez les Celle-là. dates. Hein, alors, à qui s'adresse cette formation? Peut-être tu veux en dire, toi, Oui, je vais le faire. Du coup, pour qui la formation? Donc voilà, comme vous le voyez, c'est pour les psychologues, les pédopsychiatres, les psychopraticiens. On peut aussi, voilà, en fonction de la formation de base, de discuter et de voir par rapport aux coachs parentaux et familiaux, parce que voilà, on pense que ça peut être aussi intéressant, mais il faut quand même une base, on va dire, bien psychologique. Les dates de formation, donc comme vient de dire Lise, pour septembre-octobre, donc le 21 et 22 septembre et le 5 et 6 octobre. Et ensuite, il y aura à statuer sur les dates de supervision de groupe. Donc là, ce sera tous ensemble. Donc il y a 3 supervisions de groupe et ensuite les supervisions individuelles. Ça, c'est vous qui voyez avec les superviseurs qu'on a pour la formation, parce qu'il y a plusieurs superviseurs qui viendront aider et faire le suivi lorsque vous serez dans la pratique. Ce qui fait du coup à peu près une année pour faire la formation, en sachant que voilà, il y a les 2 dates de formation et c'est surtout la pratique et les supervisions qui vont faire avancer. Donc je te laisse la suite, Lise, par rapport au lieu alors, le et lieu, c'est dans l'Oise. expliquer. Voilà, le lieu est dans l'Oise à peu près 25 minutes de Paris-Gare du Nord, avec possibilité d'hébergement sur place, de venir la veille pour ceux qui habitent loin et de dormir sur place de nuit et une nuit pour les supervisions de groupe ou de nuit d'ailleurs. C'est possible aussi de nuit pour les supervisions de groupe. Le tarif comprend tout en fait, c'est-à-dire la formation de base des 4 jours et les supervisions de groupe et individuelles qui font vraiment partie de la formation. C'est vraiment une conception d'une formation à l'anglo-saxonne avec l'importance d'être en situation assez rapidement, après les 4 premiers jours de formation, de travailler avec 3 enfants. Et c'est pour ça qu'on demande et qu'on fait
je mettrai la page après, mais on demande une lettre de motivation, un CV et surtout un entretien. On fait un entretien avec les personnes parce qu'on veut être sûr que, bon, qu'elles ont le background qui fait qu'elles sont en sécurité assez pour pouvoir faire cette formation et qu'elles vont pouvoir travailler rapidement avec des enfants, au moins 3 enfants après le 4e jour de formation. Donc voilà, c'est dans l'Oise, c'est à côté de Chantilly, hein, pour vous dire exactement. Donc le tarif donc, individuel est de 2 700 € tout compris, 3 500 pour l'entreprise. Un tout petit mot sur la thérapie filiale. La thérapie filiale, c'est quoi? Alors ça, c'est encore moins connu en France que la thérapie par le jeu non directif. C'est en fait de la thérapie par le jeu non directif qui est enseignée aux parents. Et moi, ça m'a beaucoup plu au départ. Je me suis intéressée d'abord à la thérapie filiale avant la thérapie par le jeu. Et pour être thérapeute filiale, il y a besoin d'être thérapeute aussi par le jeu. Parce qu'en tant que thérapeute filiale, c'est une thérapie systémique et je vais enseigner aux parents à jouer de façon thérapeutique, entre guillemets, avec leur enfant. Et les parents ne sont pas des thérapeutes, mais ils peuvent jouer de façon thérapeutique en étant formés eux-mêmes, en étant supervisés très régulièrement par un thérapeute filial. Et pour moi, c'est puissant parce que ça redonne vraiment de la souveraineté aux parents. Ça permet aux parents de ne pas se sentir honteux, de ne pas se sentir coupables, de ne pas y arriver. Ça leur redonne des clés en main pour pouvoir vraiment réparer ou améliorer en tout cas la relation avec leurs enfants. Alors, tous les parents ne peuvent pas, ou tous les caregivers en général, ne peuvent pas, n'ont pas la disponibilité psychique, ou c'est pas possible toujours pour les parents de le faire, ou des parents ou des éducateurs. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et l'idée avec Virginie, c'est qu'après cette formation sur la thérapie par le jeu non directif, nous voulons aussi former dans un deuxième temps des thérapeutes à la thérapie systémique et la thérapie filiale. Et la thérapie filiale a été aussi créée et, comme je disais au tout début, et développée principalement par Louise Guerny. Louise et Bernard, mais principalement par Louise Guerny. Voilà. Alors voilà, je m'étais trompée tout à l'heure, alors désolée, mais voilà, on demande donc un CV lettre de motivation à envoyer à mon adresse, mais bien sûr après j'échange aussitôt après avec Virginie et puis et suite à ça a lieu un entretien de environ 30 minutes avec les deux formatrices. Date limite de dépôt de candidature 30 juin, parce que faut qu'on ait le temps vraiment de construire le groupe. Ça sera un petit groupe de 6 à 9 personnes maximum. Et si vous voulez plus d'informations, alors vous pouvez nous appeler, Lise ou Virginie. Et vous pouvez. Alors, on a la chance ce soir d'avoir aussi Monique qui est du bureau, qui est au bureau d'IFRE, l'Institut francophone de la relation, et qui peut peut-être aussi répondre à des questions plus aussi administratives et qui sera plus qualifiée que Virginie et moi pour répondre à ce genre de questions. Et voilà, je crois, pour cette présentation. Hein. Et maintenant, place à vous, à vos questions, à vos commentaires. Dites-nous si ça vous a interpellé, si ça vous intéresse, ou si vous avez des doutes, ou si, enfin bref, ce que vous avez envie d'échanger, de partager avec nous. Et je vais juste reprendre les questions. Il y avait une question sur l'enregistrement. Il y a des personnes qui sont venues en cours de webinaire. Donc, c'est enregistré pour pouvoir être diffusé justement. Donc, ça ne pose aucun problème de renvoyer aux personnes qui m'en feront peut-être la demande par mail, d'envoyer l'enregistrement en espérant que tout fonctionne bien et que j'ai bien, à la fin de ce webinaire, que j'ai bien en main l'enregistrement. Donc ça, c'est possible. Est-ce qu'il y avait une autre discussion? Oui, et dans ce webinaire, il y aura forcément la petite vidéo fantastique là avec Gary Landress. Donc elle sera dedans. Mais on peut la trouver d'ailleurs, elle est publique. Hein. Simplement, elle n'est pas traduite. C'est IFRE qui l'a fait traduire. Mais sinon, on peut la trouver. Voilà. Alors, c'est à vous. Alors, je vais enlever peut-être le partage, si c'est bon pour vous, si vous avez
noter les téléphones. Je crois qu'il y a une question quand même, je la regarde. Est-ce que le centre de formation a la certification Calliope? Non. Mais Monique, mais c'est un travail, c'est ce que nous, voilà, en tout cas, on voudrait que la formation soit certifiante, et donc on travaille là-dessus. Maintenant, vous savez que pour que ça soit certifiant, il faut qu'elle roule depuis un certain nombre d'années, et puis c'est un processus assez complexe. Donc, elle sera certifiante en interne, c'est une reconnaissance en interne, avec une possibilité après d'être reconnue au sein d'IFRE et de figurer sur l'annuaire, sous certaines conditions, l'annuaire de l'Institut francophone de la relation. Mais pour le moment, elle n'est pas certifiante dans le sens de Calliope. Monique, peut-être tu voulais dire quelque chose? Non? Tu veux pas? Ok. Alors, IFRE n'est pas institut, pour le moment, n'est pas un institut de formation, mais voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. La certification n'est pas nécessaire pour bénéficier des prises en charge Calliope. Oui, alors, ok. Donc là pour le moment, c'est ce que je disais, donc l'institut n'est pas Calliope et n'est pas organisme surtout de formation. C'est pas, voilà, au sens... il y a deux choses, il y a institut de formation et il y a Calliope. D'ailleurs, c'est deux choses différentes. Mais bref, c'est pas encore le cas. Mais vous pouvez poser vos questions par oral, hein, parce que je vois que tout le monde met ses questions. Je retourne sur le petit fil de discussion. Je vais arrêter le partage, comme ça on va peut-être se voir. Voilà, on va peut-être mieux se voir. Mais ceci dit, je peux regarder. Oui, c'est ça, merci. Moi, j'ai une question. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment, les exemples que vous nous avez donnés, c'était vraiment passionnant. Et alors, moi, j'ai une question, c'est que j'ai la formation de coach parental, hein, de l'école d'Isabelle Filiosa. Et je continue aussi à me former pour devenir psychopraticienne. Donc, je suis en 3e année là. Donc, je commence à devenir psychopraticienne aussi, donc à faire de la thérapie adulte. Mais je me pose la question, alors ça m'intéresse beaucoup, beaucoup de faire cette formation parce qu'effectivement, je travaille avec des parents et des enfants, hein. Là, tout à l'heure, il y avait une petite dans mon cabinet avec sa maman. On a beaucoup joué aussi et je trouve ça vraiment formidable. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il me manquerait effectivement un peu justement de structure peut-être effectivement pour que ça soit vraiment mieux mené, je trouve. Et à la fois, je me pose la question par rapport à ma posture, parce qu'en tant que parent, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les parents et je ne reçois pas les enfants tout seuls en fait. Je reçois toujours les enfants avec leurs parents pour que justement ils puissent modéliser, pour leur apporter des informations, ou je reçois les parents tout seuls, parfois sans les enfants, pour que je puisse leur expliquer des choses par rapport à l'attitude à tenir face à un enfant, etc. Et je me pose la question par rapport à cette posture, justement, je crois que vous recevez l'enfant tout seul, quoi. Oui, c'est intéressant comme question, parce qu'on l'a pas tellement évoqué. Les parents sont très présents dans la thérapie par le jeu non directif, dans le sens où ils sont vraiment des alliés, qu'on les voit avant, pendant, à chaque fois on fait des bilans, et il est même possible de les avoir parfois dans certaines séances, parce qu'en effet, il y a cette fonction de modélisation, et puis aussi parce que parfois les tout petits ne veulent pas se séparer de maman ou papa, et c'est important aussi de travailler sur la sécurité, donc il est tout à fait possible d'aménager des moments où le parent va être là et à ce moment-là, on lui donne quelques directives, juste, mais c'est pas de la thérapie filiale, mais il est possible qu'il soit là. Maintenant, c'est vrai que la thérapie par le jeu s'adresse quand même et une thérapie individuelle d'enfants. Alors, il y a des aménagements possibles, mais on ne peut pas. Parfois, l'enfant a besoin, parfois, certains enfants, pour certains problèmes, ont besoin
que le parent justement soit pas là pour pouvoir se sentir libre à un moment donné, de pouvoir dire certaines choses ou simplement jouer. Hein, certains parents, et je vais dire n'importe quoi, mais un parent qui ne supporte pas que son enfant fasse quelque chose de sale, mette un peu le bazar, il va pas supporter trop que l'enfant joue avec le sable, en mette un petit peu autour, etc. Et voilà, c'est un exemple assez simple, hein, mais donc c'est vrai qu'on demande on demande aux participants de pouvoir être en mesure aussi de recevoir des... Le retour, je vais me permettre, Lise, le retour, il se fait après, c'est-à-dire que comme on a une compréhension de ce qui se passe dans le jeu, puisqu'on va plus loin que, entre guillemets, simplement le fait de jouer, ça permet justement d'apporter un questionnement aux parents, de voir comment ils pourraient se réajuster. Mais effectivement, ça se fait dans un second temps. Ça se fait pas au moment, en tous les cas, dans le cadre de la thérapie par le jeu, ça se fait pas au moment de la séance de thérapie. Et après, voilà, enfin, Lisa l'a dit, mais après, il y a plus ça dans la thérapie filiale où là, vraiment, pour le coup, c'est principalement avec les parents et un peu moins avec les enfants. Enfin, ça, voilà, ça se... D'accord, mais du coup, vous pouvez prévoir des séances qu'avec les parents pour faire un retour ou leur expliquer certaines choses. Oui. D'accord. C'est prévu, c'est complètement prévu. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ils sont vraiment des alliés incontournables et sur lesquels on veut pouvoir s'appuyer. Et c'est vraiment important. On organise des rencontres très, très, très régulières. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé si sur le plan administratif, Oui, c'est possible de payer en plusieurs fois. Oui. Voilà, Monique, merci. Monique. Oui. Monique. Oui, au niveau de l'Institut, ça nous tient vraiment à cœur, l'Institut de IFRE, donc l'Institut francophone de la relation. Ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir développer cette approche en France. Et voilà. Et donc, tous les aménagements, je dirais, sont possibles. C'est-à-dire que les personnes qui veulent payer en plusieurs fois, jusqu'à même 10 fois, c'est possible, même sur un an. Simplement, ce qui est demandé, c'est de faire dans ce cas-là des chèques à l'avance qu'on dépose aux dates qu'on a convenues ensemble. Bien sûr, il suffit voilà, de faire une demande et c'est, je veux dire, l'Institut voit avec la personne qui veut se former comment faire pour les règlements et on s'entend ensemble et c'est possible, bien sûr. Parce que on est conscient que c'est un gros investissement. Et, et pour l'instant, donc, comme disait Lise, malheureusement, on n'a pas encore pu faire reconnaître cette formation et on va travailler avec un organisme pour la formation précédente qui était animée par Virginie Ariane, et là où Lise et Virginie se sont formées, avec un organisme qui était Calliope, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes qui travaillaient pas en entreprise, mais qui étaient, comment on appelle ça, Lise ou Virginie Avec le FIFPL. Oui, qui étaient indépendants et qui pouvaient avoir des financements par le FIFPL, en fait, c'était pas intéressant pour eux, quoi. Le financement n'était pas suffisant pour pouvoir, pour que ça soit intéressant de passer par ce biais-là. Donc, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, voilà, on n'a pas cette possibilité-là, sauf pour les personnes qui travaillent en entreprise, comme c'était le cas pour Virginie en institution, quoi. Où là, elle a pu se faire prendre en charge par son employeur, et là, c'était intéressant. Donc, c'est pour ça que nous donnons la possibilité maximum de règlements échelonnés pour que ça soit possible pour vous, le plus possible pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Est-ce qu'il y a une autre... Autre question, le lieu à Chantilly, il est accessible facilement en transport en commun, enfin en train ou... Alors, donc c'est 23 minutes depuis la gare du Nord pour aller à Chantilly et après c'est 15 minutes
c'est 15 minutes en voiture, où il y a des bus, mais il n'y en a pas énormément, et je peux assurer la liaison. Il n'y a pas de Ok, souci. Moi, j'habite à côté. Donc, je ferai ça avec plaisir. ok. Et puis tu disais, Lise, qu'il y avait aussi la possibilité de loger sur place Ouais. et de se faire sa cuisine, c'est ça? Ça, il y a possibilité de se faire sa cuisine sur place, de loger, même de venir la veille, puisque voilà, parfois si on vient, je ne sais pas, par exemple de Toulouse, puisque qui vient de Toulouse, c'est possible de venir la veille et puis de se faire à manger sur place, de dormir sur place, etc. Oui, parce que moi, je suis à Nantes, donc c'est Pareil, aussi pas. c'est ça. Et sans supplément, en fait, l'hébergement. Je me souviens plus ce qu'on s'était dit, Monique. S'il y a un défraiement, ça sera vraiment ça sera symbolique, hein. Voilà. Oui, Ça sera, il y aura peut-être quelque chose parce que moi, ça me demande en fait d'organiser du ménage, etc. dans le lieu, mais ça sera Bien symbolique sûr. pour vraiment couvrir les frais, mais ça oui, sera c'est ça. c'est pas destiné à être quelque chose en plus. C'est vraiment pour couvrir les frais de ménage, c'est tout. Oui, Le je minimum. comprends. Voilà, Ok, C'est ça, tes frais merci. d'installation et les frais de ménage. c'est ça. Du coup, j'ai une question. Parce que du coup, donc, compte tenu du type d'activité, des types d'activités que vous avez évoqués là dans les retours d'expérience, en plus de la formation, donc en amont, il y a aussi un investissement au niveau du matériel. Il faut aussi avoir à disposition, avant de se lancer dans la formation, un matériel qui a l'air d'être assez conséquent. Vous avez parlé de Alors, déguisement, d'argile, de sable, de Alors, peinture, pas enfin, d'argile, ça peut être du sel, mais après, il y a les brocantes, ça marche super bien pour avoir des jouets pas chers. bah, moi j'ai démarré comme ça, effectivement, là je Voilà. cherche et compagnie, Et mais puis, s'il faut une maison de poupée, les cartons, c'est super bien aussi. ouais. Et voilà, ça peut être plein de petites choses, c'est pas obligatoire. Par exemple, s'il y a des poupées, ça doit pas être des poupées, je sais pas quoi, enfin qui représentent des super-héros, par exemple. Et voilà, c'est parce que sinon déjà ça permet pas le symbolisme. Mais vraiment, voilà, des choses de la récup, etc. C'est bien, ou des choses qu'on fait soi-même, c'est bien suffisant, quoi. parce que le panel avait l'air d'être, enfin, pour qu'il y ait une proposition suffisamment riche pour Le panel, que. il est celui que vous leur donnez, en fait. Moi, j'ai commencé avec D'accord, eux, en vrai. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rajouté. Alors, bon, on vous expliquera le jour comment on rajoute, mais ça a été beaucoup de récup. Et pourtant, je l'ai fait en institution aussi, mais j'ai pas fait de magasin quand même. d'accord. Et après, il y avait des choses de mes enfants que j'ai récupérées. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas. Euh, Ça peut être plein de petites choses complètement différentes et variées, quoi. Les enfants. Alors, c'est sûr qu'après, voilà, quand vous pouvez avoir un punching ball, ça peut être sympa. Mais moi, le mien, il est Oui, dégonflé voilà, c'est vrai. depuis des J'ai entendu semaines. ça aussi. Et depuis des semaines, et ben, je trouve autrement pour le faire. Et les frites de piscine, ça coûte pas cher et c'est très bien aussi au lieu que ce soit des épées. Enfin, voilà, ça D'accord. peut être toutes ces choses-là. Oui, ce qui compte, c'est d'avoir un espace où il n'y a pas trop de choses fragiles, qui ne soient pas non plus 4 mètres carrés, parce que c'est compliqué pour se déployer. Mais après, en effet, je rejoins ce que disait Virginie, c'est que il n'y a pas d'obligation de jeu, c'est plutôt des directions de jeu. C'est des jeux symboliques, c'est par exemple des jeux d'expression. Ouais, il y en a un, on peut choisir la peinture. Moi, je parlais de l'argile, mais c'est pas obligé d'avoir de l'argile. Ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être de la peinture. C'est d'avoir différents types de jeux, des jeux qui permettent l'agressivité aussi. Donc voilà, ça peut être des épées, mais ça peut être des frites, ça peut être des pistolets. Et finalement, en fait, ce qu'on recommande même, c'est d'avoir du matériel peu cher et qui peut être cassé un peu facilement. Donc c'est pas, je pense que ça c'est pas nocable, mais c'est vrai que ça demande d'avoir un petit peu de matériel, voilà. Un peu plus que juste une petite table, comme on a peut-être la représentation peut-être chez les psychanalystes d'enfants, plus qu'une petite table avec juste une feuille et puis quelques feutres, quoi. Un peu plus que ça. Ça marche. Après, les déguisements, ça peut être que des grands foulards. Enfin, voilà, là, moi, j'ai une vieille cravate. Voilà, c'est. Après, les enfants, ils en font ce qu'ils en veulent, en fait. D'accord. Il me semble que dans Virginia Ryan avait donné un peu une liste, vous avez donné un peu une liste pour vous donner des directives, des idées en fait. C'est ça. C'est ça. Mm. Ouais.
de différents domaines, pour ne pas oublier certains domaines, par exemple C'est un peu ça. de dinette, un peu de... qu'est-ce qui va permettre le nursing, ce qui va permettre l'agressivité, ce qui va permettre l'expression de soi, ce qui va permettre de pouvoir prendre un bébé, en faire ce que... Enfin, voilà, il y a des directions, mais il n'y a pas d'obligation de matériel et ça peut vraiment être de la récup et c'est assez facile. Mais ça demande d'avoir un peu, en effet, un espace quand même, un petit espace. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Comment vous disiez que la formation n'est pas certifiante, c'est ça, hein? Donc, si jamais on allait à l'étranger ou quoi que ce soit, enfin, vous, vous avez un diplôme par rapport à cette formation, donc qui, je pense, est reconnu de façon internationale, Non, on n'a pas de diplôme qui est reconnu de façon non? internationale. On a une certification en interne, mais qui n'a pas une valeur nationale et encore moins internationale. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement travailler, ce que je disais tout à l'heure, sur cette certification. Mais ça, c'est un chemin. Donc peut-être dans un an, ça sera le cas, mais en tout cas, ça l'est pas aujourd'hui. Mais par contre, il y a une reconnaissance en interne. Parce qu'après, on s'adresse les personnes. Et pour le moment, il y a très peu de thérapeutes par le jeu, thérapeutes filiaux. Alors, on a besoin vraiment de gens qui fassent ça. Il y a le public. Et voilà. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de certification ni nationale ni internationale. Et on est toujours chapeauté, je vais le dire comme ça, par Virginia Ryan, qui a fait la formation et qui est toujours là avec nous. Qui, elle, Et on peut pense à la utiliser, fac en Angleterre. d'accord. Et on peut utiliser le terme, si on, sur notre plaque, on peut mettre formé en thérapie par le jeu. Oui. D'accord, ok. Il n'y a pas Non, je de. pose cette question parce qu'en fait, moi, j'ai suivi des formations, bah, Montessori notamment, et puis certaines sont reconnues, d'autres ne sont pas reconnues. Donc après, on ne sait plus trop si on peut le mettre ou pas. Enfin voilà, c'était pour ça. Bah, par exemple, Montessori, je connais aussi un petit peu, on peut le mettre. Voilà, on peut mettre qu'on est Montessori, mais c'est un peu la même chose. On peut dire que c'est pas un label déposé, thérapie non directive, thérapie par le jeu non directive. Donc on peut dire, ce qu'on peut pas dire, c'est, je sais pas, qu'on est psychothérapeute, qu'on n'est pas psychothérapeute, mais on peut dire qu'on utilise la thérapie par le jeu non directive sans problème. Voilà. Ok, Mais par merci. contre, pour nous, c'est important, justement, cette formation, elle est exigeante. Elle est exigeante parce qu'il y a 4 jours intensifs, parce qu'il y a les 3 supervisions de groupe et aussi parce qu'il y a toutes ces supervisions individuelles. Mais c'est juste, enfin, on avait vraiment envie de continuer dans cette tradition d'une formation vraiment exigeante qui permet vraiment d'être à l'aise, confortable, en sécurité pour soi et pour les enfants et les familles avec cette thérapie par le jeu. Voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on va. On a, il est 19h35, je crois. Il est l'heure. Alors, c'est l'heure. S'il n'y a pas de dernière question ou de choses urgentes. Et de toute façon, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que nous restons. Disponible. Plaisir, Isabelle, je vois le petit mot, que nous restons disponibles, Virginie, moi-même et l'Institut francophone de la relation, pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas, vraiment. Belle soirée, belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Est-ce que vous voulez est-ce que vous pouvez me dire qui Merci. veut que j'envoie le webinaire? Alors, donc, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez dire, alors, Erika Oui, j'aimerais bien. Merci beaucoup. et Isabelle, je Audrey, vois Audrey. Oui, s'il Est-ce vous qu'il y a plaît. d'autres personnes? J'ai vu Baya Isabelle et Lionel. ouais, Baya c'est noté, Erika c'est noté, Audrey c'est noté et Isabelle et Lionel. Isabelle et Lionel, pardon. Isabelle et Lionel. Ok, d'accord. Bon, je crase les doigts pour que l'enregistrement ait fonctionné. À très bientôt et donc belle soirée, belle continuation. Puis on Bonne espère soirée à tout le monde et merci beaucoup. l'information. Merci Merci, beaucoup. bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Chouette. Mhm.
Alors, je vais arrêter parce que sinon, on va l'avoir sur Sur l'enregistrement. et je peux revenir après. Si vous voulez, on peut revenir après, mais je vais arrêter cette session.